Et notre invité politique ce matin, c'est Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, porte-parole du Parti Socialiste. Vous êtes maire d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, et vous êtes également président de l'INCASSE, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Tout à fait. On va parler de tout ça avec vous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Fabrice Vessaredon. Bonjour Oriane. Du groupe EBRA. Bonjour. Les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien sûr par la crise sanitaire et Jean Castex qui a donc présenté hier les nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre l'épidémie. L'Île-de-France ne sera donc pas confinée le week-end. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Écoutez, moi je suis un maire, vous l'avez rappelé, donc je prends les décisions du gouvernement telles qu'elles arrivent. Mais hier, Jean Castex, le Premier ministre, a juste oublié de rappeler quelque chose qui me semble extrêmement important. Parce que quand il annonce notamment 50 000 doses supplémentaires pour l'Île-de-France, cela a demandé aux directeurs de l'ARS départementaux d'appeler tous les maires, comme moi, hier en fin d'après-midi, donc jeudi soir, pour leur dire, pour le département du Val-de-Marne, c'est 5 000 doses qui sont arrivées comme ça, sur la table, et 13 centres de vaccination dans mon département qui étaient sollicités pour mettre en place quoi, in fine, la vaccination, et on va le faire, Alfortville va le faire, samedi et dimanche. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est que on marche sur deux jambes en fait, et nos compatriotes, quand ils entendent les annonces gouvernementales, il faut qu'ils comprennent que sans les collectivités territoriales qui mettent le quoi qu'il en coûte à dessein sur la table, à savoir une ville comme la mienne, c'est 30 000 euros de dépenses de fonctionnement chaque mois depuis janvier. 30 000 euros. Pour cette question du vaccin, pour organiser la vaccination ? Tout à fait. Donc, et toutes les collectivités aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent pour vacciner, sans aucune, pour le moment, compensation de l'État. On le fait parce que c'est notre job. Il faut qu'on réponde face à cette crise pandémique. Mais il faut vraiment que chacun comprenne que le gouvernement nous donne les doses, mais la mise en œuvre derrière, ce sont les collectivités, ce sont les maires. Ils sont consacrés à quoi ? Excusez-moi. Très simplement, le nettoyage du centre au quotidien, emmener les déchets médicaux, puisque ce sont des déchets particuliers, le personnel. Moi, j'ai recruté une personne, un contractuel, spécifique pour faire l'accueil. Il ne suffit pas d'avoir Doctolib. Derrière, il faut qu'on reçoive les gens. C'est 4 agents municipaux chaque jour qui sont... Et tout ça, mis bout à bout, et je ne vous parle pas de l'investissement. Mettre en place physiquement un centre de vaccination pour une collectivité, une ville moyenne de 50 000 habitants comme la mienne, c'est 200 000 euros. Quand je l'ai dit à Olivier Véran, avec ma casquette de président de l'UNCASSE, il a eu la gentillesse de m'inviter pour qu'on discute ensemble, je lui ai fait part de tout ça. Et j'espère qu'on va un peu nous compenser, parce que moi, je ne voudrais pas, in fine, que des maires se retirent du dispositif parce qu'ils n'auront plus les moyens de le faire. Vous craignez que ça se passe comme ça ? Mais je entends déjà des collègues maires qui disent « Moi, je ne me lance pas dans un vaccinodrome parce que ça coûte trop cher ». Bien sûr que ça existe. Donc ça veut dire que la demande hier de Jean Castex d'accélérer la vaccination et demande aux élus de mettre en place ce week-end. C'est une demande au maire. D'ailleurs, il l'a dit rapidement, il dit « Je remercie les élus locaux ». C'est ce qu'il a dit, ça veut dire que tous les maires ne seront pas en mesure d'assurer cette demande. Ah, mais moi, sur les 13 centres de vaccination du Val-de-Marne, il n'y en a que 5, dont Alfortville, qui vont le faire ce week-end. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le mettre en œuvre. C'est une alternative au non-reconfinement. Oui. Ça vous convient de ne pas reconfiner ? Écoutez, moi, je vais vous dire, je peux pas vous dire ça me convient pas. Encore une fois, j'ai pas suffisamment d'éléments d'appréciation pour avoir une position sur est-ce qu'il vaut mieux être confiné ou pas. Mais est-ce que là-dessus, vous dites, bon, les élus ont été entendus, on a entendu l'opposition d'Anne Hidalgo, Valérie Pécresse aussi, elle disait le confinement, ça doit vraiment être la dernière solution. Est-ce que vous dites, bon, là, on reconnaît que le gouvernement a écouté les élus locaux ? Enfin, les élus ont été entendus, on a commencé à les consulter, je crois, vendredi dernier, Moi, j'ai eu un coup de fil du préfet délégué vendredi dernier. Ça me faisait plutôt l'impression, on va faire semblant de consulter les élus, comme ça on l'aura fait, et on voit ce qu'on décide ensuite. Sauf qu'on n'est pas la dernière roue du carrosse par rapport à ce que je viens de vous dire. On est en première ligne, donc ce serait un petit peu mieux. Moi, je suis le président aussi de l'association des maires du Val-de-Marne, et je suis le secrétaire général de l'association des maires d'Île-de-France. On est très peu consulté les associations d'élus locaux, je vous le dis. Le seul, je vais le dire ici à cette antenne parce que c'est vrai, le seul qui a pris en considération l'ensemble des associations d'élus locaux aujourd'hui dans les consultations, c'est Olivier Véran. Le seul qui invite toutes les associations d'élus locaux, c'est Olivier Véran. Ça veut dire que Jean Castex
qui se veut être l'homme des territoires, il ne consulte Écoutez, pas les élus locaux. moi je suis le président de l'Union nationale des CCAS de France. Je n'ai jamais été consulté. Et pourtant, ce sont les CCAS et les CIAS qui sont en première ligne aujourd'hui face à tout ce qui se passe. C'est ça la réalité. Hein. On va en parler du rôle de l'UNCAS dans quelques instants. Un mot quand même sur ce que veut la population. Vous avez accueilli le premier centre ambulatoire de vaccination du Val-de-Marne. On en a parlé ensemble, c'était en janvier dernier. Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent vous voir en disant « Nous, on veut prendre des rendez-vous, on n'a pas accès à la vaccination ». Bien sûr. Moi, je me suis fait, dès les premiers jours, je me suis fait engueuler par des Alfortvillais âgés. Je me souviens de ce monsieur de 85 ans qui m'écrit « Monsieur le maire, je n'ai plus confiance en vous parce que vous faites vacciner d'autres personnes que des Alfortvillais ici chez nous ». Donc, je lui ai expliqué les choses. J'ai même fait une communication spécifique en donnant moi-même, puisque l'État était là aussi défaillant, la communication des 13 centres de vaccination dans le département pour que chacun comprenne qu'il pouvait se saisir de toutes les adresses et pas seulement celle d'Alfortville. Bien sûr qu'on se fait engueuler, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas le faire? Moi, je vais vous dire, hein, ma responsabilité comme maire, c'est d'être un élément supplémentaire dans le rouage pour lutter contre cette pandémie. Je sais que ça me coûte de l'argent. Je sais que mes agents communaux, hier soir, ils ont râlé quand j'aurais dit on va ouvrir samedi et dimanche, parce qu'ils sont fatigués. Mais on le fait parce que c'est une conscience collective que c'est notre responsabilité. Mais encore une fois, avec ce gouvernement très vertical, voilà, et qui ne nous considère pas ou peu, malgré tout ce qui est dit, c'est pas facile. Et moi, je remercie vraiment le dialogue très sain que l'on a, à la fois avec le préfet du département et le directeur de l'ARS. Sans ces deux éléments essentiels, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Olivier Véran, là vous dénoncez la verticalité du gouvernement. En même temps, vous dites que le seul qui a pris en compte nos demandes, c'est Olivier Véran. Je suis honnête en vous disant ça. Il y a un petit paradoxe quand même. Non, c'est pas du tout. Il est quand même au centre, au cœur du dispositif. Il est le médecin du gouvernement. Médecin du gouvernement, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est malade au gouvernement? Non, j'arrête mon persiflage. Non, mais je suis honnête en vous disant ça. Parce que Olivier Véran, quand il me reçoit, c'est lui qui me propose d'aller le voir comme président de l'UNCAS et qu'il comprend. Je lui dis, monsieur le ministre, il y a un sujet, c'est qu'on parle tout le temps des CCAS. Aujourd'hui, on est en première ligne et les CIAS. Sauf que l'UNCAS n'a pas son rond de serviette dans les réunions que vous organisez. Mais il a très bien compris. Il m'a invité tout de suite après. Mais c'est le seul qui a eu cette démarche-là. Et moi, je pense que c'est pas une question de dire « Eh oh, j'existe, appelez-moi ». C'est pas ça le sujet. C'est qu'on a aujourd'hui, au travers des 36 000 collectivités territoriales et de nos structures comme les CCAS, on a besoin de nous, comme nous, on a besoin de l'État dans un dialogue permanent, surtout dans une crise comme celle-là. Et j'ai le sentiment que la méconnaissance du fonctionnement territorial par ce gouvernement, et pourtant Jean Castex est un maire. Il nous a prôné les territoires. Un maire et un préfet. Et voilà, mais pour la réalité, ça marche. Alors pas justement, l'UNCAS... Ça peut s'améliorer. L'UNCAS, quel rôle elle entend jouer dans cette question de vaccination? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, l'UNCAS et nos CCS, nous couvrons, nous représentons 80% de la population. Hein, c'est toutes les villes de plus de 10 000 habitants sont adhérentes de l'UNCAS. Et les centres communaux d'action sociale, avec leurs centres communaux de santé, avec nos EHPAD, avec nos maisons de retraite, nous sommes aujourd'hui dans les questions de la pauvreté, on pourra peut-être en parler, ou de la jeunesse. Nous sommes en première ligne sur tous les sujets aujourd'hui qui concernent la pandémie. Et moi, ce que j'ai demandé au ministre Véran, je lui ai dit, est-ce qu'il est normal que la reconnaissance de ce que nous portons par l'État se concrétise par une aide financière de seulement, tenez-vous bien, 240 000 euros par an. 240 000 euros par an. Pour tout ce que je viens de vous dire. Et il en a convenu, il s'est tourné vers son collaborateur, qui était un petit peu gêné. Il dit, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mis dans la note. Je dis, à un moment donné, il y a des preuves d'amour. Hein. On est au charbon, donc il faut aussi que l'État reconnaisse ce qu'on fait. Un dernier mot là-dessus, on va parler du déconfinement, puisque la question commence à se poser. C'est Gabriel Attal lui-même qui a évoqué cet horizon de mi-avril. De quelle manière les maires peuvent être associés à ce déconfinement? Ils le sont in fine, encore une fois, avec les préfets et les directeurs de l'ARS.
comment ils peuvent être associés. Moi, je ne voudrais pas avoir demain des mesures coercitives décidées par ma préfète, puisque j'ai aujourd'hui, depuis lundi dernier, une nouvelle préfète en Val-de-Marne. C'est la première fois qu'une femme est nommée préfète dans mon département. J'ai lu ses déclarations dans le journal en disant « je prendrai des mesures coercitives ». Oui, d'accord, mais j'espère qu'elle les prendra en concertation avec les élus que nous sommes. Moi, je suis le président de l'association des maires du Val-de-Marne. Je n'ai encore eu aucun échange avec elle. Bon, le fameux couple État-élus locaux, pour l'instant, pour vous, il ne fonctionne pas suffisamment. C'est ce que vous... Pas assez fortement. Pas assez fortement. Et c'est très à géométrie variable selon les territoires. J'étais la semaine dernière dans ma belle famille en Corrèze et il se trouve que je connais bien le maire d'Ussel, qui est le premier vice-président du département, Christophe Arfeuillère, qui me disait que sa préfète lui a demandé d'organiser dans son centre de vaccination les prises de rendez-vous. Et moi, je lui dis, ah bon, ça marche comme ça chez toi en Corrèze, alors que moi, mon préfet, Raymond Ledin, qui est parti à la retraite, nous a dit à tous les maires, si vous ne passez pas par Doctolib, vous n'avez pas de dose. Et donc, on voit bien que l'organisation même entre chaque préfet est différente. Donc, il faudrait une homogénéité à tout ça pour que ça ait un peu de sens et qu'on ne considère pas selon l'endroit où l'on vit et où l'on est élu dans des considérations différentes. Le pass sanitaire auquel réfléchit le gouvernement, vous y êtes favorable ? Totalement. Je suis non seulement favorable au pass sanitaire, mais je suis même favorable, je sais que beaucoup de mes amis à gauche ne le sont pas, au passeport sanitaire. Pourquoi ? Parce que c'est une... Vaccinal, au passeport vaccinal. Voilà, parce que c'est une crise que l'on vit. L'un de vos confrères m'avait dit il y a quelque temps, oui, mais c'est très liberticide, ou je ne sais plus l'expression qu'il avait utilisée. Je lui ai juste rappelé que depuis un an, on était confinés tous les 3 mois. Hein. Donc, il y a un moment où on a tous, vous comme moi, dans nos entourages, des gens qui sont morts de la Covid. Hein. Donc, dans votre idée, pour pouvoir aller au restaurant, les théâtres, il faudra pouvoir montrer patte blanche. Enfin, le carnet. Pas montrer patte blanche, montrer qu'on a été vacciné. Et moi, je demande même que ça se mette en place maintenant. Parce que j'entends de dire, oh, il faut attendre parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés. Pas si, pourquoi ? À partir du moment où on a 5% de la population, ça commence à faire un peu de monde, qui est en capacité de retourner dans les restaurants ou dans les théâtres. Pourquoi on ne réouvre pas toutes ces structures-là pour qu'on les fasse revivre alors qu'elles sont en train de crever? Avec uniquement ceux qui sont vaccinés. Qu'elles sont en train de crever économiquement. C'est ça votre idée? Oui, on fait revenir dans ces endroits uniquement ceux qui sont vaccinés. On va parler d'un autre sujet, le Carvounas, parce que le temps file. Ce sont ces violences contre les policiers dans le quartier de la Duchère, hier à Lyon, violences également contre les policiers à Beauvais, où Jean Castex et Gérald Darmanin se rendent d'ailleurs ce matin en déplacement dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Le Beauvau de la sécurité, pour vous, il est à même de répondre à ces questions? Il est suffisant? Il est utile? Tout dépendra des moyens que l'on donne, mais on nous parle d'un Beauvau de la sécurité. Vous voulez que je vous dise ce qui est en train de se passer dans ma commune à Alfortville? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, sur les 47 communes du département, je suis la ville qui est ciblée par le ministère de l'Intérieur pour fermer le commissariat la nuit. On me parle d'un Beauvau de la sécurité et de renforcer les moyens de la police dans les territoires, et dans le même temps, je vous donne un exemple très concret, les syndicats de police m'en parlent quotidiennement, parce qu'ils se sentent concernés, on ferme un commissariat la nuit, dans une ville de banlieue comme Alfortville. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce double discours, en fait? Et donc, moi, j'en ai marre des coups de com', etc. J'ai apporté hier à Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, qui est une amie, évidemment, tout mon soutien par un message personnel. Et je me mets à sa place aujourd'hui, depuis 4-5 jours, où elle vit cela, parce que c'est une maire courageuse qui lutte contre des trafics de drogue. Bon, mais il faut que l'État nous aide. Il faut que l'État nous aide encore plus maintenant, où on voit le désœuvrement depuis 1 an. Nos jeunes, je n'excuse pas évidemment ce qui est en train de se passer, ils n'ont plus accès ni au cinéma, ni à des terrains de sport, ni à des centres aquatiques. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien ça monte. Ce sont les mêmes qui provoquent ces incidents. Je ne sais pas, mais là je vous parle de la jeunesse en général. Ouais. Je sens... On parle beaucoup des étudiants et c'est normal. Je sens aujourd'hui dans cette jeunesse un lâcher-prise. Un lâcher-prise parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de lumière au bout du couloir. Et donc, si nous, les collectivités, les pouvoirs publics, on ne répond pas à ça, on va avoir de grosses difficultés. Et je le sens monter, je vous le dis, c'est une appréciation que j'ai comme élu de terrain et il faut qu'on soit très vigilant. Vous le sentez monter? Vous pensez que ça peut aller jusqu'où, ces violences? J'espère qu'on ne vivra pas 2005. Vous le craignez?
J'espère qu'on vivra pas 2005. Notamment. J'espère. Juste un dernier mot là-dessus, puisqu'il y a des phénomènes de bande. Il y a eu des rixes. Il y a eu des rixes en Essonne. Il y a eu un jeune qui a été tué à Bondy, en Seine-Saint-Denis, le week-end dernier. Il y a 70 bandes en Ile-de-France. Et en tout cas, le nombre qu'a donné le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment on lutte contre ce phénomène de bande ? Déjà, on lutte avec des moyens donnés à la justice. Parce que quand on les prend, ces délinquants, qui sont dans des délits lourds, il faut que la justice donne des peines liées aux délits qu'ils ont commis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah non, moi je vous le dis, j'ai même vécu ces dernières années, j'ai côtoyé des policiers à leur tour totalement abasourdis de voir ceux qu'ils arrêtaient ressortir dès le lendemain. Même vous dire... Alors, la première, c'est est-ce que les peines ne sont pas prononcées ou elles ne sont pas appliquées ? Vous savez ce qui est aujourd'hui le fait d'armes de certains dans les quartiers populaires, c'est de montrer leur bracelet électronique qu'ils ont à la jambe comme si c'était un bijou, en fait. Voilà où on en est. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on donne des moyens à la justice, des moyens à la police, pas du blabla, pas quand on me dit on donne plus de moyens, Beauvau de la sécurité, et dans le même temps on ferme des commissariats comme dans ma commune à Alfortville. Voilà. Et nos collectivités, moi mon job de maire, c'est d'avoir des associations dans mes quartiers de prévention, d'accompagnement, de suivi, d'être à l'écoute de l'éducation nationale, que les parents qui sont eux-mêmes out du dispositif par rapport à leurs enfants qui partent dans tous les sens, de les accompagner socialement et pas les laisser tout seuls en disant c'est de la responsabilité des parents. C'est ça le job d'un maire. Mais il faut aussi qu'on ait les autres éléments, justice, police. On va parler des régionales pour terminer, puisque Christiane Taubira sort de son silence ce week-end. Elle va soutenir Audrey Pulvar, qui est la candidate des socialistes aux régionales en Ile-de-France. Un mot dans un tract, mais en tout cas, elle sort de son silence. Christiane Taubira, est-ce que vous espérez que ça aille plus loin qu'un simple soutien à Audrey Pulvar ? Déjà, Audrey Pulvar, qui est une amie, n'est pas que la candidate des socialistes. Entre autres. Elle est la candidate de beaucoup de partis de gauche qui ont décidé dès le premier tour de la rejoindre. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'au second tour, nous ferons tous cause commune derrière elle. Et on va reparler de tout ça avec Christiane Taubira. Et je suis très heureux que Christiane Taubira soutienne Audrey, parce que Audrey Pulvar est une candidate qui, à la fois, affirme pour la région Île-de-France des choses importantes. Et je vois tout le débat lié à la gratuité des transports et comment ça rend un peu chafouin la droite actuelle francilienne. Mais c'est une réalité. Il y a des maires comme le maire de Montpellier qui l'a mis en place. Et donc ça existe. Il y a des pays où ça s'est mis en place. Je crois même que Strasbourg va le mettre en place. Donc voilà. Et je vous ne voulez pas me répondre sur Christiane Taubira ? Oui, vous voulez pas. Vous l'imaginez dans un autre rôle. Est-ce que vous cherchez un candidat ? Vous espérez que ça soit autre chose qu'un soutien à Audrey Pulvar ? Ah, mais j'ai une relation particulière avec Christiane Taubira, pour plein de raisons personnelles et politiques. Et moi, je suis très heureux qu'elle soit sortie de son silence. J'étais encore avec elle il y a quelques temps au téléphone à l'occasion de l'élection partielle de ma législative, puisque je suis devenu maire, j'ai quitté l'Assemblée nationale. Et elle m'avait dit, Luc, moi j'ai une règle une hygiène de vie politique, c'est que je ne soutiens que des candidats qui rassemblent tout le monde. Et là, je vois qu'elle est sortie de son logiciel pour soutenir d'emblée Audrey Pulvar. C'est, je pense, un bon signe et un bel appel à tout le peuple de gauche francilien qui peut se rassembler. Vous savez, en 2015, on a perdu l'élection de peu, Et je pense que cette fois, si on a l'intelligence collective... On va y revenir, mais est-ce que clairement vous espérez que Christiane Taubira soit votre candidate pour la présidentielle 2022 ? Vous lui demanderez. Moi, je suis pas... Mais vous êtes proche d'Anne Hidalgo en plus. Vous avez envie de quoi ? Votre cœur balance de quel côté ? Très objectivement, mon cœur balance du côté de la maire de Paris. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Si elle est candidate, je serai à fond derrière elle. Je crois qu'on sera quelques-uns à être à fond derrière elle. Après, il faut qu'elle ait envie. Quand on est déjà maire de Paris, qu'on va accueillir les JO en 2024, c'est déjà beaucoup de travail. Bon, elle semble avoir envie, là, non ? Mais si elle en a envie, moi, j'en aurais aussi très envie derrière elle, bien sûr. On va parler justement des régionales, puisqu'il y a un sondage IFOP qui est paru cette semaine et qui donne Valérie Pécresse largement devant. Elle est à 33%. Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, est à 15%. Et les trois listes de gauche, celle d'Audrey Pulvar, 34. Celle de Clémentine Autain. Alors pour le moment, non. Celle d'Audrey Pulvar, celle de Clémentine Autain et celle de Julien Bayou, elles sont entre 10 et 13%. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'offrir un boulevard à Valérie Pécresse ? Vous avez mal regardé ce sondage. Quand vous additionnez toute la gauche francilienne, on est à 34. Alors pour le moment, sauf erreur de ma part, il y a 3 candidats distincts.
Oui, il va falloir faire travailler tout le monde Vous ensemble. pouvez faire toutes les éditions que vous voulez. En attendant, il y aura 3 bulletins pour le moment. Oui, mais ça, c'est le problème de la gauche. Vous savez, je dis souvent à mes amis que j'ai le sentiment que nous sommes aujourd'hui en France dans ce qu'a connu le Portugal pendant 40 ans. Pendant 40 ans, le Portugal, la gauche portugaise, n'a pas réussi à se rassembler. Puis un jour, Costa a décidé de mettre, y compris l'extrême gauche, autour d'une table en disant on ne sera pas d'accord sur tout, mais on y va. Et ils ont gagné à 2 reprises. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'en France, on est en train de vivre ça. C'est un concours d'ego. Si chacun est content d'être dans son couloir à 10%, très bien. Mais dans ces cas-là, qu'on ne monte pas dans les tours en disant « Oh là là, je ne veux pas du duel Macron-Le Pen ». Dans ces cas-là, on se met autour d'une table. Comme le fait très bien la gauche dans les Hauts-de-France, vous en parliez tout à l'heure. C'est cette intelligence collective-là qu'il faut. En tout cas, une partie de la gauche. Il y a les Verts et la France Insoumise qui sont en train de s'allier. Et alors le PS, vous allez les rejoindre ? Que va faire le PS ? Bah écoutez, ça il faut demander à Patrick Kanner qui mène les débats pour le Parti Socialiste. Mais j'ai trouvé quand même une mauvaise manière de la part de la France Insoumise qui est partie sur Europe Écologie Les Verts. On m'enlèvera pas l'idée que c'était un petit coup de piche-tête à Fabien Roussel qui est candidat à l'élection présidentielle contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais les acteurs aujourd'hui, comme Patrick Kanner que je vois ici à l'écran de la gauche dans les Hauts-de-France, ont cette responsabilité et cette intelligence collective qui, je pense, peut amener un rassemblement de tous, quels que soient les petits calculs politiciens du départ. Et ce que vous nous dites clairement, puisque vous nous reparliez, il ne faudra pas s'étonner du duel Macron-Le Pen, c'est que vos divisions, votre incapacité de vous unir, ils sont en train de faire rejouer ce duel Macron-Le Pen ? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a réussi à se rassembler à l'occasion des élections municipales. Voilà. On a réussi, on a plutôt bien réussi le cap. S'il n'y avait pas eu le confinement le 17 mars, on aurait plus parlé du succès de la gauche au municipal qu'on ne l'a fait. On a réussi. Voilà. Je pense qu'on va plutôt bien tenir au départemental et régional. Et ce qu'on arrive à faire dans nos territoires, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à le faire, peut-être par paresse, par lâcheté, je ne sais pas, à le faire au niveau national. Dernière question. La gauche plurielle est loin et je profite pour vous poser une petite question sur une figure qui a disparu hier, Paulette Guinchard, une figure discrète, certes du PS, mais je dirais presque historique, qui a fait le choix d'aller mourir en Suisse dans le cadre d'un suicide assisté. On rappelle qu'elle a été secrétaire d'État aux personnes âgées et elle a créé l'APA en France. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'elle ait dû quitter la France pour aller mourir à l'étranger ? J'étais un jeune militant, je l'ai connu d'un peu loin, mais je l'ai connu comme secrétaire d'État, d'autant qu'une de mes amies travaillait à son cabinet, qui a été élue avec moi. Ça m'a beaucoup touché, en fait, de faire cet acte, de choisir finalement comment on décide de partir. Et là aussi, je parlais de courage ou de lâcheté à l'instant, il faudrait que la classe politique, on ait vraiment le courage de se poser ces questions-là, pas en fin de mandat, mais en début de quinquennat, là où on a un peu de temps devant soi, sur le droit à mourir dignement, sur ces questions sociétales qui sont extrêmement importantes. Moi, je lui tire mon chapeau, vous l'avez dit, elle a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, beaucoup de ces projets comme l'APA font sens dans nos départements et auprès de nos seniors. C'est quelque chose d'extrêmement important, cette allocation. Moi, je tire mon chapeau. Voilà. Et beaucoup de respect. De la fin. Merci beaucoup. Merci Luc Carvounas d'être venu nous voir ce matin.